à tous, bonjour et bienvenue à la 5e édition de S3 Odéon. Bienvenue dans la bibliothèque de l'Institut de France. Avant de commencer cette conférence 100% digitale, j'aimerais vous dire 2 mots. Qui sommes-nous et pourquoi nous avons organisé cette édition spéciale Covid-19 ? S3 Odéon est une démarche innovante qui veut marier sciences de haut niveau et échange de partage de la connaissance avec le grand public. Notre objectif est de mettre en lumière celles et ceux qui portent l'avenir de la recherche, de la médecine et de la santé, en abordant les questions que le grand public se pose, que vous vous posez chez vous. S3 Odéon, c'est aussi une nouvelle forme de communication qui n'existe nulle part ailleurs, faite de prises de parole limitées à 7 minutes, sans notes, pour aller à l'essentiel, et pour rester compréhensible par tous. Notre ambition, faire de la science et du futur de la santé un objet de culture. Cette édition spéciale Covid-19, ce que dit la science, nous l'avons organisée avec l'Académie des sciences, l'Institut de France, l'Institut du cerveau, les équipes Banijay et Emelcom, qu'ils soient tous remerciés ici. Notre objectif commun, c'est remettre la raison scientifique au cœur du débat. Sans arrogance, mais avec humilité, une vingtaine de personnalités ont accepté bénévolement de participer à cette édition spéciale. 12 interventions que vous allez découvrir en direct maintenant et 8 témoignages que vous pouvez découvrir dès à présent sur le site www.s3odeon.fr. Sans plus attendre, nous allons commencer pour cette première séquence de 30 minutes chrono. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Bienvenue Pascal. Tu vas nous dire en quoi le virus qui nous réunit est si particulier. Avant de commencer à parler du virus SARS-CoV-2 et de la pandémie, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est un virus. Un virus, c'est un agent infectieux tout à fait particulier. Il ne se nourrit pas, il ne grandit pas. S'il est sur un milieu riche, il ne change pas de forme, comme le ferait une bactérie qui, elle, se nourrit, grossit, s'allonge et se divise. Pour qu'un virus donne naissance à une nouvelle génération de virus, il faut qu'il rentre dans une cellule, qu'il force la cellule à le répliquer et que cette cellule puisse produire de nouveaux virus. Tous les virus fonctionnent de la même façon, que ce soit des virus animaux, des virus humains, des virus de plantes ou même des virus de bactéries. Les virus infectent toutes les espèces du monde du vivant. On peut classer les virus en différentes catégories selon le matériel génétique qu'ils contiennent. Il y a des virus à ADN et il y a des virus à ARN. Et parmi ceux-ci, il y a des virus qui sont entourés d'une enveloppe et il y a des virus qui ne le sont pas. On parle de virus enveloppés et de virus non enveloppés. Le virus SARS-CoV-2 est un virus ARN enveloppé. Et cette enveloppe lipidique, comme vous le savez, peut être détruite par le savon ou par un gel hydroalcoolique. Quand on regarde le virus en microscopie électronique, on voit que ce virus est entouré d'objets qui forment une sorte de couronne, d'où son nom, le coronavirus. Ces objets sont la protéine spike, la protéine spicule ou protéine S. Cette protéine S est absolument critique pour l'infection par le virus. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui permet l'entrée du virus dans les cellules. Comment les choses se font ? C'est très simple. La protéine spike reconnaît sur la surface du virus la protéine ACE2 sur laquelle elle se fixe de façon assez forte. Il y a d'autres molécules qui peuvent éventuellement contribuer à l'infection, comme la protéine TMP-RSS2. La protéine TMP-RSS2 a la capacité de cliver la protéine spike une fois que la protéine spike a interagi avec son récepteur. Donc on dit que la protéine spike interagit avec ACE2. ACE2 est le récepteur de la protéine et le récepteur du virus. Alors, où se trouve cette protéine ACE2 ? Elle se trouve dans le nasopharynx, elle se trouve dans les bronches, elle se trouve dans les poumons, elle se trouve aussi
dans le tractus gastro-intestinal. Donc, l'endroit où on trouve la protéine ACE2, c'est l'endroit où le virus peut rentrer dans l'organisme. On sait qu'un site principal, c'est le nasopharynx, d'où l'idée de porter des masques pour se protéger de l'infection par le virus. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'infections qui commencent par des infections gastro-intestinales et on sait que dans les selles d'environ 30% des patients, on trouve du virus. D'où l'idée qui a émergé de tester dans les os usés la présence d'ARN viral. Donc, une fois que la protéine s'est fixée sur son récepteur, l'étape d'entrée va pouvoir commencer. Et il y a deux façons au virus pour pouvoir rentrer dans la cellule. Soit il y a une interaction entre la membrane du virus et la membrane de la cellule, et l'ARN est délivré dans la cellule directement, soit la membrane entoure le virus, forme une sorte de poche, une vacuole, qu'on appelle une vacuole d'endocytose. Et pour que l'ARN puisse entrer dans la cellule, il faut que cette membrane s'ouvre et qu'ensuite la membrane du virus puisse s'ouvrir aussi. À ce moment-là, l'ARN est dans la cellule et la cellule est forcée à répliquer l'ARN et aussi à lire l'ARN et le transformer en protéines. Des virus peuvent se former et la cellule produit des virus. Alors en fait, tous les médicaments qui sont à l'heure actuellement utilisés ou testés essayent d'inhiber tous les mécanismes que je viens de décrire. Il y a par exemple des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre la protéine spike pour l'empêcher d'interagir avec son récepteur. On peut utiliser aussi le sérum de patients qui sont guéris. On peut aussi utiliser le Camostat, qui est un inhibiteur du corécepteur, c'est la protéine TMP-RSS2. Il y a ensuite des inhibiteurs de la réplication du virus, comme le remdesivir. Il y a aussi des inhibiteurs de la traduction des protéines virales. Et puis, il y a aussi des inhibiteurs de la réponse immunitaire. Parce qu'en fait, la cellule a vu un intrus arriver. Et elle réagit à cet intrus par des défenses immunitaires. Quelles sont ces défenses ? Ces défenses sont des défenses de production de différents composés. La cellule, via des protéines comme par exemple TLR3, RIGAI, MDA5, PKR, reconnaît l'ARN viral et stimule la production, l'expression, soit d'interférons, et cet interféron va orchestrer la synthèse de 300 autres molécules, soit la synthèse de cytokines inflammatoires comme IL-6 ou d'autres molécules. Donc en fait, on peut utiliser éventuellement l'interféron pour enrayer la maladie, ou on peut aussi utiliser des inhibiteurs du récepteur de l'IL-6 ou évidemment des anticorps contre l'IL-6 lui-même. Enfin, on peut utiliser aussi des anti-inflammatoires tels que les dexaméthasones. Donc vous voyez, nous avons affaire à un virus qui est complètement nouveau. C'est un virus qui est inédit. On avait connu le virus HIV comme virus émergent qui était totalement inédit. Dans la série des coronavirus, on a eu en 2002 et en 2012 deux coronavirus, le SRAS et le MERS. Il y a fort à parier que d'autres virus émergents pourraient apparaître, et je crois qu'il faut se préparer. Merci Pascal. Merci beaucoup pour la définition sur le virus. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Bruno Lina, qui est venu de Lyon, et qui va nous dire comment ce virus provoque la maladie. Bruno, c'est à vous. Alors, ce que l'on sait sur ce virus, enfin, ce que je peux vous expliquer sur ce virus, finalement, c'est un certain nombre de choses. Premièrement, il sort d'un réservoir animal. C'est l'ancêtre de ce virus, c'est un virus qui vient d'une chauve-souris, et on le sait parce que quand on a fait des comparaisons de séquences génétiques entre des virus de chauve-souris, qui sont des coronavirus qui circulent de façon abondante chez ces animaux, et ce fameux SARS-CoV-2, il y a une homologie de séquences extrêmement élevée. Et ce coronavirus, malgré tout, il présente quelques petites nuances, qui sont des nuances importantes, qui sont celles justement qui sont portées par la séquence de la protéine spike, qui interagit avec le récepteur. Et cette séquence-là, elle est différente entre le virus de la chauve-souris et le virus de l'homme. Ce qui signifie que, quelque part, dans la construction du virus, il y a probablement eu une évolution entre ce virus de chauve-souris et le virus humain,
Pour cette évolution, il avait été proposé à un moment donné que ça se passe chez le pangolin. Et au bout du compte, pour l'instant, il est plutôt innocenté, le pangolin, puisqu'on n'a jamais réussi à trouver chez cet animal le virus qui ressemble à celui qui est chez l'homme. Mais il y a eu une évolution et on n'a pas trouvé cet hôte intermédiaire en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, quand il est sorti du réservoir animal et qu'il a donné les premiers cas, c'est le deuxième point, ce virus, il est parfaitement adapté à l'homme. Et il se transfère très bien d'un individu à l'autre parce qu'il a cette capacité de se multiplier dans les voies aériennes supérieures. Et cette capacité, elle est vraiment très importante dans la dynamique épidémique. Et quand on regarde les autres coronavirus, qui eux aussi sont sortis de la chauve-souris, et on parle du SARS en 2003 et du MERS en 2012, on a trouvé pour ces virus, les animaux intermédiaires qui ont permis la transmission à l'homme. C'est respectivement la civette pour le SARS et le dromadaire pour le MERS. Par contre, on n'a pas eu cette évolution qui a permis à ces virus de devenir transmissibles rapidement de l'homme à l'homme parce que jamais ces deux virus-là sont réussis à s'adapter à nos voies aériennes supérieures. Donc on voit que le coronavirus du SARS-CoV-2, finalement, il a eu une étape d'adaptation supplémentaire qui a permis sa transmission interhumaine. Et donc il se comporte comme un virus pandémique. Et jusqu'à présent, on avait toujours réfléchi sur les virus pandémiques respiratoires comme n'étant que les virus influenza. Eh bien, on voit que les coronavirus sont capables de le faire. Or, si on revient un petit peu en arrière et qu'on fait ce qu'on peut appeler de l'archéovirologie en quelque sorte, eh bien, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que ce phénomène d'introduction d'un coronavirus chez l'homme, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et il est très probable, quand on regarde un petit peu l'horloge génétique d'un certain nombre de nos coronavirus humains, que certains d'entre eux sont rentrés dans l'homme au XIXe siècle, au cours probablement d'un phénomène pandémique. Et aujourd'hui, il y a une question qui se pose dans le monde scientifique, c'est on avait attribué en 1889-1890 une pandémie qui était investiguée avec les moyens qu'il y avait à l'époque comme étant une pandémie influenza. Si ça se trouve, c'était une pandémie à coronavirus. Donc on va essayer d'explorer ça pour savoir si ce n'est pas à cette occasion qu'un des coronavirus saisonniers qui est chez nous maintenant, qui circule de façon abondante, qui donne le rhume de l'enfant, qui est un virus relativement bénin, eh bien peut-être que c'est un virus post-pandémique et qui s'est stabilisé chez nous, comme probablement le SARS-CoV-2 va le faire. Alors ces virus, ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que c'est des très gros virus, mais qui sont très stables. Ils varient assez peu. Et lorsque l'on regarde un tout petit peu la dynamique évolutive de ces virus et qu'on la compare aux autres virus respiratoires, comme notamment le virus influenza, mais c'est vrai pour d'autres aussi, on a intrinsèquement l'habitude de dire ces virus ARN, ils mutent tout le temps. Et bien lui, il ne mute pas parce qu'en fait, il mute peu, très peu, parce qu'en fait, il a un système qui corrige les erreurs quand il introduit une erreur lorsqu'il réplique son génome. Quand il est dans la cellule, il fabrique des tas et des tas de génomes, et si jamais il y a une erreur, elle est corrigée. Et ça entraîne une très grande stabilité, au moins sur la réplication de ces virus, et à un tel point que, pour vous donner une idée juste de comprendre, on a une horloge moléculaire de l'évolution de ce virus. Cette horloge moléculaire, elle nous explique que sur un génome qui a une taille de 30 000 nucléotides. Alors, on va pas parler comme ça, on va dire, vous avez 300 pages, sur chaque page, il y a 100 lettres, d'accord ? Eh bien, chaque mois, 2 lettres sur l'ensemble du livre sont capables de changer. C'est ça la possibilité évolutive que l'on observe actuellement sur ces virus. On voit donc qu'il y a une très grande stabilité. Cette stabilité n'empêche pas que de temps en temps, il s'intègre des substitutions, c'est-à-dire des modifications. Et il y en a 2 qui nous ont particulièrement intéressés, qui surviennent justement dans cette fameuse protéine spike et qui ont probablement amélioré un tout petit peu la capacité de diffusion du virus et peut-être aussi son antigénicité, c'est-à-dire la capacité de développer des anticorps. Donc on voit que ça peut être un atout pour nous, en tout cas en termes de réponse immunitaire. Donc tous ces éléments nous donnent beaucoup de choses robustes sur la connaissance du virus, sur ce qu'il est capable de faire, sur ce qu'il ne fait pas. Mais l'infection virale, c'est une relation entre l'hôte et le virus. Et ce que l'on est en train d'apprendre encore au fil du temps, c'est que ce virus, certes, il infecte les voies aériennes supérieures et inférieures.
Certes, il se transmet très bien par voie aérienne, mais il est aussi capable d'impacter d'autres organes à l'intérieur du corps humain. Et on sait qu'on observe régulièrement des atteintes pulmonaires profondes, mais aussi parfois des atteintes rénales, des atteintes cardiaques, des atteintes neurologiques aiguës. Et ce que l'on voit, et peut-être d'autres encore, et des atteintes cutanées aussi, et il y a un primum movens, il y a quelque chose qu'on retrouve à peu près systématiquement dans ces infections de ces organes, c'est que finalement, ces organes sont vascularisés par des capillaires. Ces capillaires sont couverts de cellules endothéliales, qui sont les cellules des capillaires. Or, ces cellules s'infectent avec le virus, avec le coronavirus. Donc, c'est probablement lié, pour partie, à la destruction de ces capillaires par le coronavirus qui entraîne ces lésions. Alors, on les observe, ces lésions parfois aiguës, qui guérissent, mais il y a un autre pan de la pathogénèse que l'on est en train de comprendre, c'est les atteintes chroniques. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on a une expérience de 9 mois sur un pathogène, développer des théories sur les atteintes chroniques à 5 ans ou 10 ans, c'est impossible. Donc on est aujourd'hui dans un moment d'observation, en quelque sorte, où on va essayer de comprendre si ce virus est capable de donner des pathologies à long terme, et on évoque des pathologies neurologiques. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont désorientées après avoir eu cette infection, des pathologies cardiaques ou des pathologies pulmonaires à type de lésions chroniques. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on a. 1, ce virus, on sait d'où il vient. 2, on connaît sa stabilité, mais malgré tout, on sait qu'il est capable d'évoluer. Et il y a des mécanismes d'évolution qui pourront être abordés par recombinaison génétique, qui était peut-être l'événement fondateur de ce virus, qui peut survenir encore. Et sur le pouvoir pathogène, on a encore terriblement de choses à apprendre. Merci beaucoup, Bruno Lina. Merci pour la clarté de votre propos. Eh bien, que diriez-vous? On a retenu protéine spike, on a retenu virus stable. Moi, j'ai envie d'inviter maintenant Alain Fischer, pour parler d'immunité. Alain, dites-nous comment l'organisme se défend face à ce virus. Le virus SARS-CoV-2 provoque une maladie qu'on appelle le Covid-19. Bien souvent, cette maladie est bénigne, mais 7 personnes ou 6 personnes sur 1000 environ en décèdent, soit environ 6 fois plus que le nombre de décès ou la fréquence des décès induites par le virus de la grippe, un autre virus respiratoire. Comment cela se fait-il? La maladie respiratoire est une maladie marquée par une hyperinflammation, on appelle ça un syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc une réponse immunitaire qui est en fait inappropriée. Donc il faut s'intéresser un instant à ce qu'est une réponse immunitaire protectrice lors d'une infection virale respiratoire, telle que heureusement cela se passe très souvent lors d'infections respiratoires par toutes sortes de virus. Lorsque le virus pénètre dans les cellules de l'arbre respiratoire, il est reconnu par des capteurs qui induisent très rapidement, en moins de quelques heures, une réponse immunitaire qui est liée à la production d'un certain nombre de substances, et en particulier d'un groupe de substances qu'on appelle les interférons. Les interférons eux-mêmes induisent la production de centaines d'autres substances dont l'action est d'inhiber à différents stades la reproduction, la réplication, comme l'on dit, du virus. Donc, physiologiquement, cela permet très vite de limiter la quantité de virus présent et en même temps de favoriser la suite de la réponse immunitaire qui prend plus de temps, quelques jours, et cela est caractérisé par la production des anticorps que chacun connaît, qui peuvent neutraliser les virus, et aussi l'immunité cellulaire qui est liée aux lymphocytes T qui agissent également sur les cellules infectées. Et enfin, il y a une troisième phase qui est la reconstruction, la guérison, la cicatrisation. Alors avec le SARS-CoV-2, les choses ne se passent pas ainsi, en tous les cas pas toujours ainsi. Et une des raisons probablement que l'on commence à apprécier est le fait que par différentes voies, le virus soit directement d'abord induit une forme d'inhibition, il empêche cette réponse immunitaire. C'est-à-dire on connaît au moins 4 protéines du virus qui inhibent la production de ces interférons. Donc cette réponse rapide, normale du système immunitaire lors d'une infection virale est en quelque sorte limitée dans le contexte de cette infection virale par le SARS-CoV-2. Et on a observé de plus que dans les formes les plus sévères de la maladie, celles qu'on observe chez les sujets âgés, chez les hommes, chez les personnes qui ont les comorbidités que l'on connaît, eh bien, la production d'interférons est également réduite. Et on peut penser, même si cela est encore sous forme d'hypothèse, que ces différentes comorbidités, les maladies cardiaques et les autres,
elle aussi inhibe la production d'interférons. De plus, des données récentes montrent qu'il y a des facteurs génétiques ou la production d'anticorps qui également convergent vers un bloc, une inhibition de cette production d'interférons qui paraît assez clé dans la limitation, la déficience, l'on peut dire, de réponses immunes. À côté de cela, le virus, maintenant présent dans la mesure où l'interféron est relativement peu produit, donc dans les formes graves, va directement dans les cellules infectées et indirectement en activant les cellules du système immunitaire, les globules blancs qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et dans une certaine mesure les lymphocytes, induire une réponse inflammatoire extrêmement forte par des substances qu'on appelle des chémokines, attirer ces globules blancs dans les poumons, éventuellement dans d'autres tissus, et induire la production de toute une série de substances qui, in fine, s'avèrent toxiques, donc une réponse immune inappropriée et qui est pathogénique, et non pas protectrice, contrairement à celle qui se passe physiologiquement. Donc on a à la fois un déficit d'une voie essentielle du contrôle de l'infection par ce défaut d'interféron et cette réponse immune inadaptée qui est extrêmement pathogène. Alors, un mot des anticorps, donc cette seconde étape de la réponse immune. On trouve chez les personnes infectées des titres très élevés d'anticorps capables de neutraliser le virus, c'est-à-dire empêcher l'infection des cellules, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, potentiellement en particulier pour la vaccination. Mais il faut noter que chez les sujets qui sont infectés mais ne font pas la maladie, les sujets asymptomatiques, comme on dit, qui sont en fait assez fréquents, cette production d'anticorps peut être faible et transitoire et faire en sorte, il se peut, pour beaucoup d'entre eux, qu'il n'ait plus d'anticorps au bout de quelques semaines, ce qui aussi pose des questions, cette fois-ci, dans l'autre sens pour la vaccination. En ce qui concerne l'immunité des lymphocytes T, autre arme importante de la défense contre le virus, eh bien, celle-ci est robuste, forte chez la plupart des sujets. Néanmoins, dans les formes sévères, on observe qu'elle est diminuée. Donc, c'est un autre facteur de la gravité de cette maladie que l'on retrouve à nouveau avec l'immunosénescence, le fait que les personnes âgées ont une défense immunitaire de ce type moins forte, moins importante. Et aussi, alors un résultat intriguant est que chez les personnes naïves à l'égard du virus, qui n'ont pas encore été infectées, qui ne sont, espérons-le, jamais infectées par ce virus, une fraction d'entre eux, eh bien, on peut détecter dans leur sang des lymphocytes T qui réagissent contre le virus, comme s'ils avaient déjà reçu un message, un signal d'être activés contre ce virus, alors qu'ils n'ont jamais rencontré ce virus. C'est une réponse faible, mais elle est détectable dans un quart, presque, ça dépend des études, à la moitié des individus. Et on pense aujourd'hui, avec de bons arguments, que cela est dû à une réactivité croisée avec d'autres coronavirus, dont il a déjà été fait allusion, qui provoquent des infections respiratoires bénignes et qu'une certaine mémoire croisée permet cette réponse des lymphocytes. Et cela pose une question immédiate, évidente. Est-ce que ces lymphocytes protègent ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Le recul est insuffisant et je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur cette affaire. Donc, globalement, on a d'une part ce déficit de l'immunité innée, cette hyperinflammation excessive et une réponse immune seconde des lymphocytes et des lymphocytes B qui existe, mais dont on voit qu'elle n'est pas forcément parfaitement adaptée. Qu'est-ce que l'on peut en déduire en termes d'approche thérapeutique ? Même s'il y a encore beaucoup de questions non résolues, on peut réfléchir à ces questions aujourd'hui avec deux grandes stratégies évidentes. Une stratégie concernant la phase initiale, le défaut de la réplication virale, je parle des formes sévères, où évidemment tout médicament qui serait capable d'inhiber le cycle de la réplication virale serait intéressant, mais à ce jour, aucun n'a été validé vraiment. Donc cette piste reste en devenir. Deuxième piste intéressante, les anticorps monoclonaux dérivés ou le plasma, donc des anticorps neutralisants, puissamment neutralisants, qui vont réduire la charge virale en inhibant l'infection des cellules. Ceci est en cours de test actuellement. Troisième stratégie, l'interféron, puisque celui-ci est parfois déficient, administré précocement dans la maladie. On verra ce que donnent les résultats. Pour l'instant, ceci est encore à l'étude. Il y a en tous les cas une logique, un rationnel fondé sur les données que je viens d'indiquer. Et puis, second point, la réponse inflammatoire excessive. Il a été montré que les corticoïdes, vieil agent anti-inflammatoire, a un certain degré d'efficacité pour réduire la mortalité des formes les plus sévères, mais c'est insuffisant. Donc, beaucoup d'autres molécules, dont aucune n'est encore validée, mais susceptibles de bloquer telle ou telle étape de la réponse inflammatoire, y compris les facteurs qui favorisent la thrombose, la coagulation, sont en train d'être évalués. Merci beaucoup, Alain, pour ce propos très instructif sur l'immunité. Je vous propose, vous qui êtes chez vous, peut-être de prendre un verre, d'être bien installé
pour écouter Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste de l'étape, si je puis dire, à Pasteur. Monsieur Fontanet, nous allons parler ensemble d'immunité individuelle et collective. Oui, alors je vais peut-être commencer en vous racontant une histoire. Alors cette histoire, c'est celle du porte-avions le Charles de Gaulle, qui quitte la rade de Brest le 16 mars 2020. Il y a à son bord 1700 marins. Ils sont inquiets d'avoir emmené avec eux le SARS-CoV-2 et pendant 14 jours, la durée maximale de l'incubation de la maladie, ils prennent des précautions. Et puis le 30 mars, il n'y a pas eu de cas déclarés à bord. Ils lèvent ces mesures de précaution. Ils font même une soirée. 2 jours plus tard, arrivent à l'infirmerie du Charles de Gaulle des marins qui toussent, qui ont de la fièvre, qui ont perdu l'odorat. Et sur l'espace de 3 semaines, on va avoir plus de 1000 marins, 68% de la population du bateau qui va déclarer la Covid-19. Et si je vous raconte cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement le concept de l'immunité collective, c'est-à-dire quel est le taux, la proportion de personnes dans une population qui doit être infectée pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Alors on a des formules qui permettent de l'estimer. On part du nombre de reproductions de base, c'est le nombre de cas secondaires par personne infectée, dans une population qui serait totalement susceptible et en absence de mesures de contrôle. Pour le SARS-CoV-2, elle est de 3. Eh bien, si vous prenez la formule 1 moins 1 sur 3, vous obtenez 67%, très proche des 68% du Charles de Gaulle. Et certains pourront dire, d'accord, mais là, c'est une population très homogène dans des milieux confinés. Dans la population réelle, il y a des taux de contact différents par tranche d'âge, il y a des gens qui sont très exposés, des super contaminateurs. Si on met ça dans un modèle mathématique plus sophistiqué, on peut descendre les 67% à 50%, mais on ne peut pas descendre plus bas. Et d'ailleurs, on a vu déjà 3 villes dans lesquelles, dans des quartiers grande promiscuité, le virus a circulé et a atteint ces 50%. C'est dans des quartiers de Bombay en Inde, du Cap en Afrique du Sud, et également à Manaus au Brésil. Donc ces 50%, ils semblent assez solides comme référence pour savoir où le virus arrêtera de circuler de façon épidémique. Alors la prochaine question, c'est où est-ce qu'on en est en France, à l'issue de la première vague épidémique? Eh bien, on a fait des enquêtes qui portent sur le dépistage d'anticorps dans la population, en mai-juin dernier en France, et on a trouvé que 5% de la population française avait été immunisée au décours de la première phase épidémique, 10% dans les régions les plus touchées, le Grand Est, la région parisienne, 3% en Bretagne, la région la moins touchée, mais vous voyez, c'est 5%. On est vraiment loin de ces 50%. Alors, comme le disait Alain Fischer, il n'y a pas seulement l'immunité humorale, il y aurait peut-être ces personnes qui ont des cellules T, 20 à 50% en population, qui reconnaissent les protéines du SARS-CoV-2 parce qu'elles ont pu avoir une immunité croisée avec d'autres coronavirus, les coronavirus saisonniers dont parlait Bruno Lina. Eh bien, en tout cas, chez les marins du Charles de Gaulle, ça n'a pas beaucoup aidé. Donc, je ne compterai pas trop dessus. Et comme le disait Alain Fischer, il faut du recul pour se dire qu'ils pourraient nous protéger. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il faut atteindre ces 50%. Quelle est la voie à suivre? Il y en a qui ont proposé de dire laissons le virus circuler chez les plus jeunes et protégeons ceux qui vont faire des formes sévères, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, ceux qui ont des comorbidités comme surpoids, hypertension, diabète, maladies cardiaques ou respiratoires. Simplement, c'est un virus qui circule extrêmement vite. Et si on le laisse circuler, on ne peut pas l'arrêter, on ne pourra pas garder les compartiments étanches et on se finira avec jusqu'à 50% de la population française infectée, avec un taux de létalité de 7 pour 1000, 7 personnes qui décèdent pour 1000 infections, ça fera plus de 200 000 morts. C'est inacceptable aujourd'hui et en plus les hôpitaux, vous le savez, sont déjà en grande tension, ils ne le supporteraient pas. Non, la voie pour atteindre l'immunité collective, la seule voie sûre, c'est le vaccin. Et le vaccin, en plus, on peut choisir qui on immunise. On peut immuniser les personnels soignants les plus exposés. On peut immuniser les personnes fragiles, ceux qui sont à risque de formes graves, on les a déjà cités. Et puis le vaccin, si l'immunité elle ne dure pas plus d'une année, comme c'est le cas par exemple pour les coronavirus saisonniers, on peut le répéter, comme on le fait pour le vaccin de la grippe. Donc le vaccin, c'est le bon outil. Il y a déjà 9 vaccins qui sont dans ce qu'on appelle la phase 3. On va voir s'ils sont efficaces. Donc on aura les premiers résultats début 2021, peut-être en production suffisante au deuxième semestre 2021 pour nous protéger. Et en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, continuons de nous protéger, continuons de protéger les plus vulnérables. Mais voilà, on a quelques mois difficiles à passer. Simplement, pour la première fois, on a un peu de lumière au bout du tunnel et ce sera le vaccin. Merci beaucoup, Arnaud Fontanet, pour ce message d'espoir. Alors, nous venons de terminer cette première séquence. Est-ce que ce virus est-il exceptionnel? Je vous propose d'accueillir un membre de l'Académie des sciences et membre fondateur de l'association ESPRODéon. Je passe la parole à Jean-François Bach qui va nous conclure ce qu'il faut retenir, Jean-François,
de cette première séquence? Je dirais tout d'abord qu'il faut réaliser l'importance de l'effort scientifique international sans précédent qui nous a permis d'obtenir tous les renseignements, toutes les informations que nous avons sur ce virus. On en connaît la structure dans le détail, on connaît son mode d'entrée dans la cellule, sa multiplication, les modalités de l'effet délétère qu'il peut avoir. On connaît la façon dont le système immunitaire peut réagir. C'est absolument remarquable et la science progresse tous les jours dans ce domaine. Il y a également des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, si on reste dans le domaine de l'épidémie, on ne sait pas vraiment pourquoi, dans une famille, lorsqu'un le père, la mère, des enfants contractent la maladie, pourquoi souvent, seulement, 1, 2 ou 3 membres de la famille fait la maladie, même tout en les autres ne faisant pas la maladie du tout ou ayant une forme asymptomatique. On ne sait pas. Il y a beaucoup de questions à laquelle on ne sait pas répondre. Et puis, il y a quelque chose qui est plus subtil, j'allais dire plus sournois. C'est qu'il y a des sujets qui sont l'objet d'incertitudes. Alors, quand on parle de l'épidémiologie, il faut rendre hommage au travail formidable qui a été fait, qui a permis, par exemple, aux épidémiologistes de prédire il y a 2-3 mois la seconde vague qu'on observe aujourd'hui. C'était vraiment très bien dit, très bien décrit. On peut quand même se poser des questions sur la suite. On peut dire, et cela se défend absolument, qu'il faut atteindre une immunité collective de 50%. Mais le problème, c'est qu'on se situe souvent dans le cadre de ce que l'on connaît pour les vaccinations. C'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de gens, je viens de le dire, qui résistent au virus de façon spontanée et naturelle. Et ça gêne, ça complique les projections épidémiologiques. Donc nous sommes dans une incertitude. Espérons-le d'ailleurs, parce que si vraiment il n'y avait pas d'incertitude sur le fait qu'il faille attendre si longtemps pour avoir l'immunité collective, on pourrait être extrêmement inquiet. Donc soyons optimistes. Cette incertitude, elle fait partie de la science. La science comporte des débats. La science progresse avec des débats. Ce n'est pas forcément des controverses, des polémiques, ça c'est autre chose. Non, des débats qui sont constructifs, et c'est sur ces débats qu'il faut fonder l'espoir que nous devons avoir dans le suivi de cette épidémie. Merci beaucoup Jean-François pour cette conclusion. J'espère que chez vous, vous aurez pu retenir les messages clés qui viennent de vous être délivrés. Nous allons entamer la deuxième séquence pour parler maintenant de la prise en charge des malades. Et j'ai la joie d'accueillir Karine Lacombe qui va nous dire comment on prend en charge les malades à l'hôpital. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire indépendamment de l'âge, du sexe, la mortalité par la Covid-19 a diminué de 50% entre mars et juin 2020. Alors évidemment, ce n'est pas parce que le virus a muté et qu'il est devenu moins pathogène, ce n'est pas non plus parce que les défenses immunitaires des êtres humains se sont déjà habitués à ce nouvel agent infectieux, mais c'est surtout parce que la prise en charge thérapeutique de la Covid-19 a considérablement évolué et s'est beaucoup améliorée. Et pour comprendre comment ces stratégies thérapeutiques ont pu améliorer la mortalité, il est indispensable de savoir, de connaître la physiopathologie de l'infection à SARS-CoV-2. En effet, au-delà de la partie virale de l'infection qui intervient quelques jours après la contamination, on s'est rendu compte que la Covid-19 était principalement une maladie de système, c'est-à-dire qu'elle se manifestait par des expressions cliniques très diverses. Elles peuvent toucher le cerveau, le système digestif, le rein, évidemment les poumons, mais également les muscles, la peau, etc. Et donc, on a vu également que cette physiopathologie impactait énormément l'expression clinique de la maladie. À partir du moment où le virus rentre dans les cellules par l'intermédiaire des récepteurs ACE2, le virus va utiliser une machinerie enzymatique qui va lui permettre de se multiplier à grande échelle très vite et va entraîner l'apparition de défenses immunitaires de type inflammatoire qui parfois peuvent être exacerbées. En sus du classique syndrome pseudogrippal qui intervient quelques jours après la contamination, environ 20% des personnes infectées vont développer une pneumonie hypoxémiante qui vont les conduire à l'hôpital et un certain nombre d'entre elles vont passer en réanimation.
Alors pourquoi? On connaît maintenant certains facteurs de risque tels que l'âge, le sexe, le surpoids, également le diabète ou les pathologies comme des maladies pulmonaires, cardiaques, etc. Et à côté de ces facteurs de risque classiques, on a mis en évidence des signatures immunologiques qui vont prédisposer à une évolution délétère de l'infection. Et ces signatures immunologiques, justement, deviennent des cibles thérapeutiques. Et effectivement, on a montré, parmi toutes les stratégies de traitement que l'on a explorées, que celles qui ont apporté un meilleur impact en termes de mortalité étaient surtout, à ce jour, celles qui s'étaient adressées à la phase inflammatoire plus qu'à la phase virale. Alors, par exemple, les corticostéroïdes. Donc, les corticostéroïdes sont une thérapeutique très ancienne que l'on a utilisée dans la grippe, et on a montré d'ailleurs que dans la grippe grave, les corticostéroïdes pouvaient être délétères. Eh bien, chez les malades atteints de la Covid-19, les corticostéroïdes ont permis de diminuer de 20% la mortalité chez les personnes en salle de médecine, jusqu'à 35% la mortalité chez les personnes hospitalisées en réanimation. Donc les corticostéroïdes sont vraiment devenus la pierre angulaire du traitement de la Covid-19. À côté de cet anti-inflammatoire classique, on a évalué de nombreux immunomodulateurs et parmi toutes les molécules, celles pour lesquelles on a les résultats les plus solides, même s'ils sont encore assez partiels, c'est le tocilizumab. Le tocilizumab est une anti-interleukine 6 et l'interleukine 6 est une protéine essentielle dans l'inflammation dont la concentration augmente beaucoup au cours de la Covid-19 et le tocilizumab a montré une efficacité en termes de diminution du passage en réanimation, du taux d'intubation et de la mortalité à 28 jours. Alors évidemment, il y a des antiviraux. Je ne reviendrai pas sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine dont on a montré dans de nombreux essais qu'elle n'avait aucune efficacité en curatif ou en préventif et elle pouvait même avoir un effet délétère quand elle est associée à l'azithromycine. Un point particulier qui est le remdesivir. Donc, le remdesivir, dans 3 essais récemment publiés, a montré une petite efficacité sur le plan clinique en diminuant de 4 jours la durée d'hospitalisation, donc l'expression des symptômes, mais pas d'impact sur la mortalité à 28 jours. Et on attend avec beaucoup d'impatience les résultats de Solidarity, ce grand essai international qui contient l'essai européen Discovery pour avoir de meilleures données sur cette fameuse mortalité à 28 jours. Évidemment, à côté de ces molécules dites repositionnées, parce qu'elles ont été mises sur le marché avec des indications hors Covid-19, il y a le plasma de convalescent qui est une vieille thérapeutique qui constitue un transfert d'immunité passive et qui a montré une efficacité à ce jour, surtout chez les personnes immunodéprimées, en particulier par absence de fabrication, par absence de lymphocytes B qui fabriquent les anticorps anti-SARS-CoV-2. 2 choses extrêmement importantes qui font partie des thérapies de support, des soins de support et qui ont considérablement également changé le pronostic de la Covid-19, c'est l'anticoagulation et les moyens d'apporter de l'oxygène. Dans l'anticoagulation, il faut se rappeler que dans la Covid-19, l'incidence des événements thrombotiques est extrêmement élevée et d'ailleurs, le premier patient qui est décédé en France de la Covid-19 est décédé d'une embolie pulmonaire. Donc maintenant, l'anticoagulation est un élément important de la prise en charge et on adapte le degré d'anticoagulation au degré d'inflammation que présente le patient. À côté de l'anticoagulation, deuxième soin essentiel de support, c'est l'oxygénothérapie. On a aussi appris énormément. Par exemple, en salle de médecine, on utilise maintenant ce que l'on appelle le décubitus ventral vigile, qui permet de diminuer le risque de passer en réanimation. Et en réanimation, on utilise l'oxygénothérapie à très haut débit qui permet de diminuer le risque d'être intubé avec toutes les conséquences délétères secondaires à l'intubation. Alors, à côté de toutes ces thérapies non ciblées, repositionnées, sont développées des thérapies ciblées et j'espère que les résultats qu'on va en avoir dans les mois à venir vont permettre de répondre aux enjeux médicaux mais également sociétaux et économiques.
Et puis bien sûr, ma présentation sur la prise en charge de la Covid-19 serait vraiment incomplète si je ne rappelais pas les moyens de prévention essentiels que l'on a à nos dispositions, qui sont le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale, l'aération des espaces clos, mais également le diagnostic des personnes symptomatiques, le dépistage des personnes contacts et puis l'isolement, la mise à l'isolement strict des personnes positives. Évidemment, chacune de ces mesures prises séparément ne permettra pas d'infléchir l'épidémie. En revanche, l'application de toutes ces mesures ensemble devrait permettre de modifier la dynamique de l'épidémie. Donc on voit bien en fait que l'on a une responsabilité individuelle pour un enjeu qui est collectif, et dans une société inclusive, je pense que chacun d'entre nous doit œuvrer à être garant de la santé des autres. Merci Karine Lacombe pour ces mots rassurants. Nous avons bien compris. Je crois qu'on a bien progressé en médecine tout d'un coup grâce à vous. Eh bien, je vous propose de continuer en parlant d'un sujet peut-être plus difficile, qui sont les formes sévères. Et j'ai donc l'honneur d'annoncer, c'est une vidéo enregistrée, la vidéo de Jean-Laurent Casanova, qui va nous parler des prédispositions génétiques. La grande majorité des infections sont silencieuses. Il y a rarement des formes sévères et qui engagent le pronostic vital. Donc la question, évidemment, c'est pourquoi cette variabilité interindividuelle. Et nous avons découvert la cause des formes sévères de la maladie dans environ 15% des cas. Pour un peu moins de 5% des cas, les malades portent des mutations qui diminuent ou qui abolissent la production d'interférons qui sont des molécules antivirales, les interférons dits de type 1. Et pour un peu plus de 10% des cas, les patients portent des auto-anticorps contre ces mêmes interférons de type 1. Et donc, dans les deux cas, il s'agit d'une forme grave de Covid-19 du fait d'une insuffisance d'activité de ces molécules antivirales. Chez les malades étudiés et décrits dans nos papiers, il n'y a pas d'antécédent d'infection virale grave ayant nécessité une hospitalisation. Néanmoins, il est parfaitement possible que d'autres maladies virales graves puissent être causées par les auto-anticorps ou par les mutations dans les gènes rapportés dans les papiers. Pour les auto-anticorps, il n'y a pas aujourd'hui de preuves. Pour les mutations dans ces gènes qui contrôlent la production de l'interféron, il y a déjà des preuves, puisque c'était, à vrai dire, le point de départ de l'étude. On avait décrit à partir de 2015 des mutations de ces gènes responsables de grippe maligne, de personnes qui, au lieu de faire une grippe qui les cloue au lit pendant une semaine, se retrouvent en réanimation avec des poumons blancs. Et l'hypothèse qu'on a testée au mois de février, quand le Covid a pris les proportions qu'on connaît, c'est que la grippe maligne et le Covid sévère soient en fait, comme on dit en génétique, alléliques. C'est-à-dire que ces deux maladies infectieuses graves puissent être causées par des variants, des mutations dans les mêmes gènes. Il y a toute une série d'implications d'ordre diagnostique et thérapeutique. Au plan diagnostique, un diagnostic génétique qui n'est pas rapide, mais le diagnostic des auto-anticorps, lui, est rapide. Ça peut être fait dans l'après-midi. Donc on peut savoir avant ou après infection par SARS-CoV-2, si oui ou non, on a des auto-anticorps contre les interférons de type 1. Donc les implications de diagnostic vont de soi. Les implications thérapeutiques, au sens large, en termes de prévention ou de traitement, sont aussi assez simples, au moins pour des patients chez lesquels on a posé l'un ou l'autre diagnostic. Un malade qui aurait une mutation qui diminue la production d'interférons, il y a deux interférons de type 1 sur le marché, l'interféron bêta et l'interféron alpha 2.
c'est un traitement ou une prévention de la maladie qui semble assez logique. Pour les patients qui ont des auto-anticorps, la situation est plus compliquée. On peut envisager des plasmaphérèses, mais c'est quand même assez lourd. On peut envisager de les traiter avec de l'interféron bêta, qui est rarement neutralisé chez ces malades. Ils ont des auto-anticorps qui neutralisent les interférons alpha et oméga, mais rarement le bêta. Donc on peut réfléchir chez eux, avant ou au cours de l'infection à SARS-CoV-2, le plus tôt possible, chez les malades infectés, à ce type d'approche préventive ou thérapeutique. On a rendu compte dans nos papiers, vous l'avez lu, d'un peu moins de 5% des formes graves de Covid en focalisant notre attention sur un jeu assez réduit de gènes, 13 gènes, qui étaient des gènes candidats dont on savait que les mutations pouvaient être responsables de grippe maligne. Mais si on considère ces interférons de type 1 au-delà des gènes de susceptibilité à la grippe, eh bien, il y a 400 ou 500 gènes. Et donc, on étudie en ce moment, évidemment, tous ces gènes. Les mutations dans les gènes qui contrôlent les interférons, les gènes de sensibilité à la grippe, sont réparties chez les hommes et chez les femmes en nombre à peu près équivalent. Et on a trouvé des mutations chez des patients de 15 à 75 ans. Pour les auto-anticorps contre les interférons de type 1, les patients sont plus âgés. Plus de la moitié d'entre eux ont plus de 65 ans. Et 95% d'entre eux sont des hommes. Et donc les auto-anticorps contre les interférons de type 1 contribuent sans doute à expliquer dans une large mesure à la fois la gravité de la maladie chez les hommes et chez les personnes âgées. Eh bien, merci beaucoup Jean-Laurent Casanova pour nous avoir éclairé sur ces prédispositions génétiques. On a évidemment très envie de savoir s'il y aura un traitement. On a déjà un peu une ébauche de réponse, mais on va accueillir le professeur Yazdan Yazdan-Pana qui est à Bichat et qui va nous parler des essais thérapeutiques parce que ce n'est pas si simple finalement. Le virus SARS-CoV-2, qui est à l'origine de Covid, circule depuis fin décembre 2019, début 2020. En janvier 2020, début janvier 2020, on ne connaissait pas le nom de ce virus. On ne savait pas ce que c'était. Pourtant, il fallait trouver un traitement. Et déjà, je dirais, dès début janvier, on a commencé à réfléchir à un traitement. Quand on a connu ce que c'était, la première chose à faire, c'est de savoir comment on ne peut pas fabriquer un traitement en quelques semaines, en quelques jours, voire en quelques mois. Donc, on a décidé de finalement utiliser les traitements qu'on avait pour d'autres maladies sur le SARS-CoV-2. D'autre part, on avait les autres coronavirus, notamment pandémiques, épidémiques, qui étaient le SARS et le MERS. Et on avait des candidats à traitement sur cela. On les a très rapidement évalués in vitro, dans les tubes au laboratoire, pour essayer de voir s'il y avait une efficacité. À partir de là, les experts, notamment à l'OMS, ont classé les médicaments, priorisé les médicaments, et il y avait 3 traitements, puis 4 traitements qui ont été priorisés. Il y avait donc Remdesivir, qu'on utilisait dans l'Ebola, d'ailleurs, qui n'a pas montré d'efficacité dans l'Ebola. Il y avait le Lopinavir, qu'on utilisait dans le VIH. Il y avait Lopinavir et interféron, qui a été beaucoup discuté, l'association. Et enfin, un peu plus tard, l'hydroxychloroquine. Il fallait évaluer ces traitements-là et finalement, le moyen le plus robuste, c'est d'évaluer ces traitements dans les essais cliniques randomisés. C'est-à-dire essayer d'avoir un comparateur, de donner des traitements à un certain nombre de patients et donner le standard de traitement à d'autres patients. Et ça de manière aléatoire, pour qu'on puisse vraiment évaluer les résultats. C'est sur un plan communautaire, collectif, éthique, et même plus éthique de faire comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à un résultat. Sinon, si on commence à donner le traitement et qu'on regarde le résultat à la fin, on ne sait pas si c'est parce qu'il
la maladie a évolué, on ne sait pas si on s'est amélioré dans la prise en charge des patients avec le temps, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et on a essayé de mettre en place, dans le cadre d'une épidémie, d'une pandémie, des essais cliniques internationaux, parce que l'épidémie peut partir à un moment donné, s'éteindre à un autre moment, et il est important de travailler tous ensemble sur le plan international. Donc en France, notamment, on a mis en place l'étude Discovery, un essai clinique qui évaluait les 4 traitements que je vous ai cités, dans le cadre d'un essai européen, en lien avec l'étude Solidarity. Malheureusement, comme ça a été dit, il y a 3 des 4 stratégies thérapeutiques, donc le lopinavir interféron et l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés qui ont été inefficaces. Mais là aussi, c'est important de montrer qu'un résultat est négatif parce que, par exemple, pour Kaletra, on a trouvé que ça donnait des résultats avec des problèmes de tolérance, alors qu'on ne pensait pas du tout, parce que dans le VIH, ça ne donnait pas ça. Le problème de tolérance, c'est le problème d'un médicament et la maladie. Et là, on a pu montrer que ça ne marchait pas. Et pour MDSIVIR, les résultats sont imminents et on va les avoir. C'est toujours en évaluation. Donc, ça nous a donné malheureusement des résultats négatifs. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement antiviral. Par ailleurs, on a compris comment évoluait la maladie, l'inflammation, les traitements qui luttaient contre l'inflammation, donc ça a été cité, le dexaméthasone. Donc il y a eu des résultats positifs et à un moindre degré, parce que l'étude était de petite taille, le tocilizumab. Donc sur la chaîne d'inflammation. Alors l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est de trouver un traitement antiviral avec les essais cliniques. Et là, on a les anticorps monoclonaux, ça a été dit, qui a pour cible le protéine spike, au niveau, qui peut être utilisé chez le patient hospitalisé, mais aussi en consultation et peut-être même en prévention, d'autres molécules. Et il y a aussi tout ce qui est les traitements qui finalement ciblent la cascade de l'inflammation, l'orage cytokinique. Pour l'instant, on a trouvé, mais on pourra trouver d'autres. Et surtout, les combinaisons, quand est-ce qu'il faut finalement mettre ces traitements chez les patients? C'est un problème très important, et là aussi, c'est des essais qu'on appelle stratégies thérapeutiques qu'on va avoir. Donc ça, si vous voulez, l'importance de la science bien faite, des essais cliniques pour essayer d'arriver à des résultats. Il y a faire la science et communiquer autour de la science qui a été un des problèmes qui a été soulevé pendant cette épidémie. Et c'est important aussi de dire, parce que les gens ont besoin d'espoir, le traitement, ça fait partie des espoirs, et communiquer autour des traitements, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'Ebola, on a pensé qu'au moment d'une épidémie, il est important que les informations soient disponibles. Ça veut dire qu'en général, quand vous écrivez un papier, vous l'envoyez dans un journal, ça met du temps pour que ça soit publié. Donc on a décidé, collectivement, scientifiquement, pour avoir ces publications disponibles sur des sites validés pour tout le monde. Premièrement, c'était pour les scientifiques, ce n'était pas pour les journalistes, pas pour le grand public, parce qu'on voulait un œil critique à ça. Malheureusement, pendant cette crise, tout le monde a regardé ces traitements, tous ces résultats qui ont été publiés sur ces sites, et il y a eu un défaut de communication. Deuxièmement, il y a eu des sites qu'on avait dit validés pour ce qu'on appelle les préprints, avant que ça soit validé. Et il y avait des sites, il y a 3 ou 4 sites. Ça ne veut pas dire que chacun sur son Google, sur son compte, pourra afficher les résultats et tout le monde pourra aller le regarder et dire qu'il y a ces résultats. Donc, il est extrêmement important, non seulement de faire de la science bien faite, de la science robuste, scientifiquement, avec des essais cliniques, avec des études bien faites, mais il est aussi extrêmement important de bien communiquer autour de la science et sur des sujets extrêmement sensibles qui sont le traitement, qui sont le vaccin pour lesquels les gens ont une attente énorme. Et je pense que dans les mois qui vont venir, il faut ouvrir un débat autour de comment finalement communiquer à la population qui a besoin autour de la science. Merci beaucoup. Je crois qu'on est tout à fait convaincus par l'importance de communiquer auprès du grand public. C'est bien le fondement d'S3 Odéon et vous nous en avez fait la preuve aujourd'hui.
la rigueur scientifique pour mener des essais thérapeutiques éthiques, eh bien, nous allons enchaîner avec un témoignage de Marie-Paule Kieny qui va nous dire ce que nous pouvons attendre de ces possibles vaccins. Je pense que disposer d'un vaccin efficace contre la Covid-19 est certainement un accessoire essentiel pour arriver à, comment dirais-je, à revenir vers une vie beaucoup plus normale, celle qu'on pouvait vivre avant, et pour lequel on a beaucoup de mal pour le moment à se remettre. Alors, est-ce que c'est la seule chose? Non, je pense qu'il faudra encore pendant longtemps, 1 an, 2 ans, considérer que le vaccin est quelque chose de plus et qu'il va être absolument indispensable de continuer à faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire une certaine distanciation sociale, le lavage des mains qui est essentiel, le port du masque dans les endroits où la distanciation n'est pas possible et que donc le vaccin viendra en plus. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas la panacée? Eh bien c'est que dans un premier temps, on ne va pas savoir si le vaccin est efficace à combien de pourcents et contre quoi il protège. On peut penser effectivement, et ce serait déjà très utile, que le vaccin va protéger contre les formes graves de la maladie ou contre même les manifestations pathologiques. Mais le vaccin, tout en faisant ça et en le faisant avec un pourcentage élevé, pourrait ne pas protéger contre l'infection elle-même et ne pas protéger contre la transmission du virus. Et c'est vraiment la transmission du virus qu'il faut qu'on arrive à stopper. Donc, c'est pour ça que déjà, les caractéristiques du vaccin n'étant pas connues, mais étant donné qu'il est vraisemblable que les premiers vaccins qu'on va avoir ne seront pas à 100% ou proches de 100% protecteurs, non seulement contre la maladie, mais aussi contre l'infection, qu'il faudra trouver certainement continuer à mettre en place les autres mesures. De plus, comme vous pouvez imaginer, il ne sera pas possible de vacciner le monde entier dans un espace de quelques mois. Si tant est qu'on vaccine le monde entier, ce ne sera sûrement ni possible, ni même désirable, mais il faudra des mois, certainement, peut-être une année, peut-être plus, pour arriver à vacciner suffisamment de personnes pour que le vaccin fasse tout son effet. Les vaccins qu'on utilise actuellement protègent à des niveaux variables. Le vaccin contre la rougeole est très efficace et il protège à plus de 90%, surtout si en fait les personnes vaccinées ont reçu effectivement les 2 injections de vaccin assez espacées d'ailleurs qui sont recommandées par l'OMS. Il y a des vaccins qui protègent mal, si on peut dire. Alors parmi ceux-là, prenons le vaccin contre la grippe qui protège en général les personnes en bonne santé et relativement jeunes entre 30 et 60% selon les années, et les personnes vulnérables, les personnes âgées, entre 10 et 30%. Alors pourquoi l'utilise-t-on quand même? D'abord, même si ça protégeait les personnes très âgées à 10% et à 30% les meilleures années, c'est toujours ça, parce que c'est un vaccin qui n'est pas très cher et dont la sécurité est très bonne, et donc il est nécessaire de l'utiliser. Et on l'utilise aussi parce que chez les personnes plus jeunes, parce qu'il est aussi important, notamment pour les personnels de santé, de protéger les personnes âgées et vulnérables chez qui le vaccin marche moins bien par le biais d'une protection indirecte, donc en étant protégé soi-même et en empêchant la transmission. Alors, les vaccins ont en gros deux modes de fonctionnement, si on peut dire. Il y a d'une part la protection individuelle. Je me fais vacciner et donc je suis protégé contre l'infection ou la maladie à un certain degré, alors allant de 10% au pire, parce que sinon, autrement, on ne voudrait pas utiliser un vaccin, jusqu'à presque plus que 90%. Ça, c'est la première chose. L'autre est la protection indirecte, dans laquelle le vaccin est capable d'éliminer tout à fait ou partiellement la transmission de l'agent pathogène. Et à ce moment-là, il s'agit d'une immunité dite de population, puisqu'en fait, c'est le fait que les autres qui soient vaccinés en nombre qui me protègent moi. Et donc, ça, c'est la deuxième façon de protéger.
Où en est-on avec le Covid-19? Moi, j'entends beaucoup des chiffres, le chiffre 60% mentionné. Alors, est-ce que c'est ça? Peut-être. Je pense qu'on a pour le moment l'évidence scientifique, les preuves scientifiques ne sont pas là, mais on pourrait penser qu'effectivement une immunité de population de type 60% pourrait interrompre la transmission. Bien sûr, le fait que les personnes plus âgées soient potentiellement bien moins protégées directement que les autres pose un problème pour la mise en place de stratégies vaccinales. Parce que si le vaccin protège bien les personnes âgées, eh bien, c'est clair, c'est elles qu'il faut protéger, les personnes âgées et les personnes qui ont des risques de maladies sous-jacentes. Si par contre, le vaccin ne marche pas ou vraiment très mal chez les personnes âgées, il faut penser à d'autres stratégies, et ces stratégies vont viser à protéger les gens qui sont autour d'eux. Et là, on s'intéressera à la vaccination des gens qui eux-mêmes, en fait, ne posent pas beaucoup de risques de maladies graves. Marie-Paule Kieny, merci beaucoup. Nous avons un peu mieux compris pourquoi et comment il était possible d'espérer avoir un vaccin et pourquoi il était important de se faire vacciner si ce vaccin arrive. Nous arrivons à l'issue de cette deuxième partie qui consistait à parler des vaccins, des traitements et d'un peu d'espoir. Alors, Didier Sicard, vous êtes médecin, éthicien, ancien président du Conseil national d'éthique et membre fondateur de notre association S3Odéon. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette deuxième séquence? On peut résumer en disant qu'au fond, il y a une bonne nouvelle. C'est la diminution de la mortalité depuis plusieurs mois, à partir du moment où les équipes médicales ont commencé à mieux comprendre comment la maladie pouvait devenir extrêmement grave. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des traitements qui ne sont pas des traitements antiviraux. On a vu les corticoïdes, les anticoagulants, les interférons, enfin d'autres molécules qui ont probablement réduit cette mortalité. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de traitement antiviral. On a des hypothèses, on a des traitements qui donnent une petite amélioration. On n'a pas de véritable traitement antiviral. On a les anticorps monoclonaux, on a éventuellement d'autres approches thérapeutiques, mais qui ne sont pas stabilisées. Ce qui est stabilisé, ce sont les corticoïdes, c'est les anticoagulants. Et ce qui est stabilisé, c'est que l'hydroxychloroquine ne marche pas et qu'elle a même un effet délétère. Sur le plan des vaccins, on a une espérance quelquefois, non pas excessive, mais comme si on confiait notre avenir infectieux pour résoudre l'épidémie aux vaccins. Évidemment qu'un jour, probablement, ces vaccins auront une efficacité. Mais d'abord, on ne sait absolument pas à quel moment temporel, en 2021, tel ou tel vaccin, parce qu'il y a un nombre considérable de vaccins avec des nouveaux modèles absolument inconnus de vaccins qui vont arriver, et que est-ce que le vaccin sera un privilège de protection individuelle ou protection collective? J'aurais tendance à penser, en fonction des résultats actuels, que ce sera une protection plutôt individuelle. Il n'est pas certain que la transmission de la pandémie s'arrêtera avec le vaccin. D'où l'importance des masques, l'importance des mains. On s'aperçoit par exemple que les gastroentérites à Paris, dans les grandes villes, ont disparu parce que les enfants se lavent les mains, les adultes se lavent les mains. Donc on s'aperçoit que des méthodes extrêmement simples sont quelquefois beaucoup plus efficaces que des méthodes très scientifiques. Merci beaucoup Didier pour cette conclusion. Alors nous avons compris que ce virus finalement n'était pas exceptionnel, que cette crise sanitaire était, elle, exceptionnelle. Et nous allons maintenant enchaîner avec la troisième séquence qui sont essayer, d'un point de vue sociétal, de tirer les leçons de cette pandémie. Alors, nous allons accueillir 5 intervenants et nous allons commencer par Xavier de Lamballerie qui va nous dire pourquoi ce n'est pas la première fois que nous vivons une pandémie. Accrochez-vous, vous allez apprendre des choses tout à fait nouvelles. Alors, il est difficile, au cœur d'une épidémie, de trouver le recul pour distinguer le nouveau du déjà vu. J'ai donc fait le choix radical de ne pas vous parler de la crise sanitaire actuelle du tout.
mais plutôt de vous raconter une histoire qui, je l'espère, vous en dira quelque chose indirectement. Cette histoire commence à la fin des années 1980 aux États-Unis, quand des scientifiques et des médecins bâtissent le concept de maladie infectieuse émergente et réémergente et découvrent la responsabilité écrasante des activités humaines dans ces émergences, la démographie, l'urbanisation, le changement d'usage des sols, la déforestation, l'explosion des voyages et des échanges commerciaux. Plus tard, on parlera aussi du réchauffement climatique, des guerres, de la faiblesse des systèmes de surveillance et des systèmes de soins. Les Américains s'intéressent rapidement à ces nouveaux agents émergents et leur intérêt sera décuplé lorsqu'en 1999, un peu effarés, ils assisteront sur leur propre sol à l'émergence du virus West Nile, un virus transmis par les moustiques, qui va traverser les États-Unis d'est en ouest et va tuer presque 25 000 personnes. En France, le concept de pathologie émergente est reçu avec méfiance et il est mal distingué de la médecine tropicale. Le réveil va être douloureux. En 2004, circule dans l'est de l'Afrique, au Kenya, un virus qui s'appelle le virus chikungunya. Il est transmis par des moustiques, il donne une forte fièvre avec des douleurs articulaires épouvantables, mais une mortalité qui est faible. En 2005, il va rentrer dans l'océan Indien, dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien, et en particulier sur l'île française de la Réunion. Et cette île semble protégée contre les maladies tropicales comme le paludisme ou la dengue par son niveau de développement. Alors quand les premiers cas arrivent, il y en aura quelques milliers en 2005, on s'inquiète, on s'alarme de voir une maladie tropicale circuler, puis avec l'hiver austral, l'épidémie recule. En 2006, elle va revenir, elle va passer sur l'île comme un ouragan. Imaginez plutôt, dans une île de moins de 800 000 habitants, en moins de 5 mois, à peu près 350 000 personnes vont être infectées. C'est un véritable cataclysme. Et ce que je vais vous en raconter en quelques mots vous rappellera peut-être des événements plus récents. Le gouvernement met en place un groupe d'experts scientifiques pour guider son action et le conseiller. Et celui-ci relève un certain nombre de faiblesses dans la préparation à l'épidémie, en particulier dans la lutte contre les moustiques Aedes. Les besoins de tests diagnostiques sont énormes. Et il est difficile d'être testé. On voit des files d'attente. Les résultats arrivent tardivement, souvent après la guérison des patients. Le corps médical est héroïque, mais les médecins généralistes, puis les urgences hospitalières sont dépassés, submergés. Les services de soins hospitaliers, puis les réanimations sont en grande tension. Alors le préfet demande des renforts, il en appelle également à l'armée. On s'aperçoit que les personnes âgées font volontiers des formes qui sont plus graves que les personnes jeunes. On n'a pas de traitement, on en cherche, on propose une molécule, elle s'appelle la chloroquine, on la teste, sans succès. L'autorité publique fait l'expérience d'un paradoxe singulier qui est la demande de protection de la population et simultanément la très faible adhésion de cette population aux mesures de protection individuelles qui lui permettraient de ne pas attraper la maladie. On parlerait aujourd'hui de gestes barrières. Sur l'île, il y a des radios qui sont des forums bouillonnants qui reflètent l'angoisse de la population, sa colère, sa méfiance des autorités également, et puis au cours du temps, des théories plus ou moins fantaisistes, voire complotistes. La presse est volontiers polémique, elle relaie les avis et les prédictions d'experts, souvent péremptoires, et puis finalement, l'économie de l'île, qui repose beaucoup sur le tourisme, s'effondre. Et on voit le ministre de la Santé, puis le Premier ministre, s'investir personnellement et se rendre sur l'île de la Réunion, essayer de rassurer la population et soutenir le système de santé et l'économie avec des subventions sonnantes et trébuchantes.
Au bout du compte, ces quelques mots vous disent probablement mieux qu'un long discours ce que sont les caractéristiques récurrentes des émergences épidémiques. Et ils dessinent aussi peut-être des priorités pour nous préparer aux émergences futures. Je terminerai en disant que quelques années plus tard, le chikungunya reviendra dans d'autres départements français, guère mieux préparés. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française. Il envahira toute la Caraïbe, l'Amérique latine. Il fera des dizaines de millions de cas. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Xavier de Lamballerie, pour cet éclairage tout à fait, on va dire, original et peut-être un peu inattendu pour nos téléspectateurs, si on peut dire ça. J'espère que vous qui êtes chez vous, ça vous plaît bien, cette conférence menée tambour battant. Je crois que nous n'avons pas pris de retard. Et j'enchaîne en accueillant Monsieur Jean-François Delfraissy, qui est président du Conseil scientifique du Covid-19. Il nous a aussi beaucoup encouragés à organiser cette édition. Il était déjà venu à Esroy Odéon en nous alertant d'ailleurs. On avait eu un peu de déni, Jean-François, il y a quelques années lorsque vous étiez venu au théâtre de l'Odéon. Alors aujourd'hui, votre présentation est évidemment très attendue puisqu'on a envie que vous nous parliez des rapports entre la science et la politique. Alors, science politique et société, c'est un vieux problème ou une vieille histoire. Dès la démocratie grecque, la relation entre le sachant et le politique était déjà au rendez-vous. Et l'histoire de France montre qu'il y a eu une série d'autres rendez-vous qui se sont passés, avec des hauts et des bas d'ailleurs sur ces rendez-vous. Sur Covid-19, dans la plupart des grands pays, des comités scientifiques ont été mis en place. Ça a été le cas en France, à la suite d'une réunion de scientifiques que j'avais organisée à l'Élysée le 5 mars. Et le 12 mars a été créé, le 11 mars, 12 mars a été créé le comité scientifique. Il est multidisciplinaire. Beaucoup d'ailleurs des membres sont ici ce soir et je les en remercie d'être à la fois ce soir, mais surtout d'avoir fait un boulot fantastique en termes d'intensité. On verra s'il était si fantastique que ça en termes de résultats. Alors, sur le fond, comment construit-on un comité scientifique? On le construit, ce n'est pas l'objet d'un homme, même s'il y a un président. C'est vraiment une construction commune. C'est une intelligence collective dont on a l'habitude en médecine. Ce n'est pas nouveau, hein. Les grandes décisions médicales se prennent avec ce qu'on appelle des RCP. Chaque décision difficile, elle est prise en commun. Donc, ce n'est pas un homme providentiel, c'est un comité qui fait de l'intelligence collective. C'est multidisciplinaire. Il y a toutes les disciplines que vous avez entendues ce soir, plus les sciences humaines et sociales, plus un représentant de la société civile. Alors, 4 points d'interrogation dans la relation entre un comité scientifique et le politique. Le premier, c'est comment on garde l'indépendance. On est nommé par le politique, même si j'ai contribué à choisir les membres du comité scientifique. Et ensuite, comment on reste indépendant? On reste indépendant parce qu'on est scientifique et médecin. On n'est pas dans un modèle de hiérarchie de hauts fonctionnaires. Nous ne sommes pas des énarques. Le deuxième élément, c'est qu'on peut s'auto-saisir. On ne répond pas seulement à des saisines du politique, mais on peut s'auto-saisir. Le troisième, c'est que les avis sont publics. Et j'avais souhaité, dès le départ, vis-à-vis de nos concitoyens, sur que nos avis et nos opinions soient publics. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ce qui n'a pas été le cas au départ du comité anglais. Et enfin, le dernier point, c'est que cet exercice d'intelligence collective fait que quand l'un a tendance à lâcher, il est repris immédiatement par le groupe et il y a une dynamique de groupe qui est très forte. Le deuxième point de relation avec le politique, c'est la temporalité. La temporalité, elle est de 1 heure ou 2 heures pour les médias et en particulier les chaînes télé en continu. Elle est de quelques jours pour le politique. Et la science, elle se construit, même si elle va vite. On rappelle qu'il a fallu 15 ans pour les trithérapies dans le sida, 9 ans pour trouver un traitement de l'hépatite C, 18 mois pour trouver un vaccin contre Ebola. Et là, on souhaitait des réponses en quelques semaines. La réponse est non, ce n'est pas possible.
hein. Il faut le temps de se construire, comme ça a été souligné par Yazdan Pana, un essai thérapeutique, une réflexion sur ce qui se passe au niveau de la société civile avec les sciences humaines et sociales prend du temps pour se faire. Le troisième élément de relation avec le politique, c'est la notion d'incertitude. L'incertitude, c'est la construction même de la science. Un scientifique doit douter. La thèse de science est un élément fondamental où des résultats du lundi ne sont pas retrouvés le mercredi et font poser des questions sur la suite. Nos dirigeants français, pour la quasi-totalité d'entre eux, n'ont pas fait de thèse de science. Ils sont passés par l'ENA, ils sont passés par de grandes écoles, et ce sont des gens très brillants, bien sûr. C'est une différence par rapport aux dirigeants allemands, par exemple, où la thèse de science en Allemagne, qu'elle soit en basic science ou en sciences humaines et sociales, et fait partie intégrante du cursus des futurs politiques. Alors, le politique attend de l'expert, finalement, s'il a constitué un comité d'experts, c'est qu'il puisse lui dire si c'est blanc ou si c'est noir. Et l'expert lui-même est dans un doute, et vous avez bien compris que sur Covid, la science s'est faite en marchant, elle s'est construite progressivement, et donc la certitude n'était pas au rendez-vous. Et donc là, il y a un enjeu qui peut se passer. Le quatrième point de relation avec le politique, c'est qu'on peut tomber, et il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est ce syndrome où finalement les otages finalement finissent par être d'accord avec les personnes qui les ont pris en otage. Et là, on peut être séduit d'être au plus haut niveau de l'État, d'être en relation avec le plus haut niveau de l'État politique. Et attention, il faut vraiment garder son indépendance. Il faut vraiment ne pas tomber dans le piège de rentrer comme étant un garant du politique. Ce n'est pas si facile que ça. Deuxième point très rapide, les limites de l'exercice. Les limites de l'exercice, elles sont le fait que nous ne sommes pas du tout opérationnels. On a lu un peu partout qu'il y avait un troisième pouvoir médical qui était en train de s'installer en France. C'est archi faux, archi faux. La décision, elle est politique. Elle a toujours été politique. Nous ne sommes pas opérationnels. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qu'on peut faire qui vont être prises, d'autres non prises. Et nous ne sommes pas responsables des opérations. Quelques exemples. Le comité scientifique avait évoqué, plus qu'évoqué, avait écrit dès le mois de juillet qu'il y aurait une deuxième vague, que cette deuxième vague surviendrait à l'automne et qu'elle toucherait essentiellement les 20 grandes métropoles françaises. Nous l'avions écrit. Début septembre, nous avons évoqué le fait que cette deuxième vague était en train d'arriver. On l'a redit, et il a fallu, vous voyez, un certain délai, mais que je peux comprendre, parce que l'enjeu n'est pas que sanitaire, il est évidemment sanitaire, sociétal et politique, mais un certain délai entre l'avis d'un conseil scientifique et la décision opérationnelle qui peut être prise par le politique. Un deuxième exemple qui me tient beaucoup à cœur. Depuis fin mars, nous demandons la création d'un comité citoyen pour que, finalement, dans cet exercice de triangle de la démocratie sanitaire, entre, d'une part, le sachant, d'autre part, le citoyen, et enfin le politique qui prend les décisions, eh bien, ça puisse s'exercer aussi dans le cadre de Covid 2019. Et finalement, pour de multiples raisons, ce comité citoyen centralisé, peut-être un peu usine à gaz, n'a pas été mis en place. Et c'est seulement maintenant qu'à l'occasion des 20 grandes métropoles, l'opinion citoyenne va être prise en charge au niveau des différents comités qui sont en train de se monter, comités citoyens au niveau des métropoles. Juste pour terminer, pour dire qu'on a deux points qui sont fondamentaux pour la poursuite, parce que nous sommes maintenant rentrés en effet dans quelque chose qui est plus à long terme, c'est comment rétablir la confiance. Et c'est l'enjeu le plus important. Et rétablir la confiance, ça s'appuie sur une clarté d'information, et merci de le faire ce soir. Deuxièmement, ça s'appuie sur une transparence des données qu'il peut y avoir. Et puis, ça s'appuie sur un dialogue entre scientifiques et, bien sûr, la société civile. Merci beaucoup, Jean-François, pour ce brillant exposé. Alors, on a parlé de sciences humaines et sociales, Jean-François nous l'a dit tout à l'heure, et moi, je me suis trompée dans le programme, puisque j'aurais dû lancer
un sociologue tout à l'heure, l'intervention d'un sociologue. Alors je vais le faire maintenant, mais vous allez voir, la transition est tout à fait naturelle, puisque Jean-François nous a parlé de science et de société. Eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer Gérald Bronner, qui est sociologue, et qui va donner son point de vue pour que nous puissions faire la distinction entre la science et l'opinion. Même ceux qui ont un goût pour la science, mais qui ne sont pas des scientifiques eux-mêmes, connaissent la science lorsque le processus de constitution de la connaissance est achevé, en quelque sorte. Nous savons que ceci paraît vrai, que les modèles intellectuels qui prétendent décrire le réel sont assis sur une littérature mondiale, pluridisciplinaire, et qu'il y a un consensus, par exemple, qui se dégage sur une question. Or là, nous avons observé peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une connaissance scientifique en train de se produire. D'ailleurs, elle n'est pas du tout achevée sur la Covid-19. Il y a encore beaucoup de zones d'incertitude. Et ce que ça a révélé, parce qu'on peut parler d'une forme de crise de l'expertise dans cette période, ce que ça a révélé, c'est une conception stéréotypée de la production de la science. C'est-à-dire qu'au lieu que cela puisse nous servir, parce que ça aurait pu nous servir finalement de grandes leçons d'épistémologie, de voir comment une science se constitue avec ses tâtonnements, ses impasses, ses retours en arrière, ses autocontradictions au bout d'un moment, et puis à un moment, eh bien, une connaissance beaucoup plus solide qui émerge progressivement. Eh bien, ça aurait été une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, en tout cas dans l'esprit de certains de nos concitoyens, c'est que la vérité était plurielle. Parce qu'il y avait des experts qui ne disaient pas la même chose, et ça a paru évidemment autoriser ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire on va à la cueillette de cerises pour chercher finalement les experts qui nous conviennent. Et ces experts qui nous conviennent, on le comprend bien, c'est dans certains cas ceux qui nous rassurent, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent nous dire dans le fond, le port du masque n'est pas vraiment nécessaire, c'est un peu, voilà, ou l'hydroxychloroquine pourrait nous sauver, etc. Il y a eu toutes sortes de débats. Et ce qu'on a vu apparaître très clairement, parce que j'ai travaillé là avec certains collègues sur ce point, Laurent Cordonnier et Florent Capfiro, c'est que par exemple la controverse autour de l'hydroxychloroquine, là je n'ai pas besoin de prendre parti sur cette question, mais elle a très vite adopté la cartographie, n'est-ce pas, de conflits idéologiques habituels. Ce qui est sûr, là il y a de sérieuses données, c'est que la peur en général est un signal d'alerte pour notre cerveau qui nous permet de distinguer l'information entre toutes les informations beaucoup plus rapidement. Par exemple, des collègues ont montré à des sujets d'une expérimentation des visages. Certains étaient joyeux, d'autres tristes, etc., avec plein d'émotions différentes. Et les visages qui étaient reconnus avant tous les autres, c'était les visages en colère. Parce que précisément, un visage en colère représente un danger potentiel. Vous pouvez faire l'expérience aussi, ils l'ont fait avec des animaux de toutes sortes. Ce que nous voyons en premier, ce sont les araignées et les serpents. Donc il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'allume, pour des raisons peut-être évolutionnaires, là c'est spéculatif, mais probablement, qui s'allume et qui retient notre attention. Or, précisément, sur le marché cognitif, le marché dérégulé de l'information, une information pour survivre doit retenir notre attention. Raison pour laquelle, encore une fois, cette dérégulation, elle favorise souvent ce qu'on appelle les produits de la peur. Ça ne veut pas dire qu'ils l'emportent définitivement, mais du moins ils gagnent la première bataille, qui est la bataille de l'attention. Évidemment, ensuite, la tentation est forte pour tous ceux qui font profession de diffuser de l'information et qui vivent de cette captation du temps de l'attention, eh bien, de produire de plus en plus d'alertes, de propositions de la peur. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tous fausses ou inutiles, loin s'en faut. Mais ça crée un embouteillage des craintes. Parce que, comme vous le savez, il faut beaucoup plus de temps à la science pour défaire une alerte qu'aux médias pour en émettre une. Je pense sincèrement que la responsabilité en revient principalement aux médias. Je veux dire, il y a quand même une liberté d'expression. Je ne voudrais pas que, par exemple, que les scientifiques qui sont hétérodoxes sur une question ne puissent pas s'exprimer. Ce n'est pas la question. Ils ont le droit de s'exprimer. Puis la science a besoin d'hétérodoxes parce que quelquefois, en effet, on peut se tromper, même quand on est nombreux. C'est très important pour la dynamique scientifique qui est de l'hétérodoxie. Simplement, les médias, normalement, doivent faire un travail d'éditorialisation, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre sur le devant de la scène médiatique des gens qui vont plus probablement produire un discours argumenté, et on va dire vrai si le mot ne fait pas trop peur, en tout cas probablement vrai, puisqu'on parle comme ça dans un état scientifique, c'est probablement vrai. Or, on le voit bien, certains personnages sont mis en avant,
non pas tant forcément parce qu'on soupçonne qu'ils sont probablement dans la raison, mais simplement parce qu'ils sont spectaculaires dans leurs énoncés. Il y a une recherche à la captation du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Et donc, en fait, la conflictualité, la peur, toutes sortes d'éléments comme ça sont de nature à apporter une plus-value en termes d'attention à ces médias. Il faut bien reconnaître aussi, pour ne pas trop leur jeter la pierre, que les journalistes ne sont pas souvent formés aux questions scientifiques, qui sont souvent contre-intuitives. Et ils croient bien faire en donnant la parole à l'un et à l'autre qui dit le contraire. Ils ont quelquefois le sentiment que la démocratie, c'est ça, c'est donner la parole à deux points de vue contradictoires. C'est tout à fait vrai que ça peut être ça, mais dans le cas où, par exemple, il y a 95% des scientifiques qui pensent cela, il n'est pas forcément juste de donner 50% du temps aux 5% qui restent, n'est-ce pas? C'est comme si pour le réchauffement climatique, par exemple, on mettait un climato-sceptique versus quelqu'un qui travaille sur le climat. Il est très important pour moi que la décision politique, surtout quand on parle de questions sanitaires, par exemple, ou de questions scientifiques en général, s'adosse à l'expertise scientifique. C'est très important. Je n'ai rien à dire sur la constitution d'un conseil scientifique durant cette pandémie, si ce n'est de m'interroger sur la façon dont ont été choisis les membres de ce comité. Ça, je n'en sais absolument rien. Par contre, j'en approuve le principe général. Mais en revanche, il ne faut pas que le pouvoir politique cherche à faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas. Elle ne peut pas servir, elle ne doit pas se servir, et la science ne doit pas accepter de servir de paratonnerre à la décision politique. Dans l'espace public, c'est à la politique d'assumer la part d'incertitude de la décision. Certaines décisions sont des sinistres paris, surtout quand on est en état de pandémie. Il n'est pas facile de choisir la bonne décision, celle qui va épargner le plus de vies. Mais en tout cas, elle doit le faire informée de l'expertise scientifique, même lorsque cette expertise est en pleine incertitude, comme dans le cas présent. Mais elle ne doit pas faire croire que c'est la décision politique scientifique qui est reportée mécaniquement dans l'espace politique. Merci beaucoup, Gérald Bronner. Je crois que ça faisait tout à fait complément avec l'intervention de Jean-François Delfraissy et l'importance de faire non seulement à côté des patients, mais avec les malades. Eh bien, maintenant, nous allons accueillir deux invités successifs qui sont Laura Spinet et Roger Poldroy. Alors, Laura, tu es écrivain, journaliste. Tu as écrit un best-seller sur la grippe espagnole. Et tu vas nous dire si les pandémies, c'est toujours la même histoire, oui ou non. Quel a été l'âge le plus heureux de l'humanité? Selon l'historien anglais Edward Gibbon, c'était le 2e siècle de notre ère. L'Empire romain était alors au sommet de ses pouvoirs et de son étendue, l'Empire chinois aussi d'ailleurs. Les deux faisaient la guerre un peu partout. Les riches aux deux pôles de la civilisation étaient très riches et les marchands de luxe qui fréquentaient les rues de la soie faisaient un commerce inouï. Mais tout le monde n'était pas heureux. C'était quand même un âge assez brutal parce que même si les riches étaient très riches, les pauvres étaient très pauvres. Et malheureusement, à leur insu, les marchands et les militaires transmettaient avec la soie et la guerre des microbes. Et contre les maladies portées par ces microbes, les pauvres rassemblés dans les villes romaines et chinoises étaient très vulnérables. Dans l'année 165 est arrivée à Rome la peste antonine et 10 ans plus tard, la même maladie faisait des ravages en Chine. La pandémie signalait le début de la fin des deux empires. À travers l'histoire, nous disent les historiens, il y a une association statistique entre les pandémies, les crises sociales et les moments où le monde est très connecté. On la voit, cette association, au IIe siècle, mais aussi au VIe siècle avec la peste justinienne, au Moyen-Âge avec la peste noire, et encore en 1918 quand sévit la grippe dite espagnole dans le monde. Ce sont les moments où, dans nos sociétés humaines, se manifeste une inégalité extrême et des tensions sociales très marquées. Des tensions d'ailleurs qui sont souvent aggravées par la pandémie elle-même, puisque ce sont les pauvres en général qui sont les plus touchés par la maladie. C'est peut-être pas un hasard si des pandémies que j'ai citées, chacune des pandémies que j'ai citées a coïncidé avec une guerre. Et qu'à chaque fois, la pandémie était plus terrible, a tué plus de monde. La peste noire, par exemple, a tué 50 millions de personnes en Europe seule, plus que la moitié de la population européenne.
tandis que la guerre de 100 ans a tué peut-être 3 millions. Dans un siècle beaucoup plus récent, la grippe dite espagnole a tué 50 millions de personnes globalement, tandis que la guerre de 14-18 a tué seulement 18 millions de personnes. Les guerres et les pandémies peuvent tous les deux être considérés comme des produits d'une inégalité extrême, mais avec une différence, c'est que personne ne déclare une pandémie à l'avance et elle peut quand même s'avérer beaucoup plus terrible. Aujourd'hui, les sociétés qui sont frappées par la COVID-19 sont plus inégales qu'elles ne l'ont été depuis un demi-siècle. Ce sont encore une fois des continents les moins développés qui vont souffrir le plus, et dans nos sociétés occidentales soi-disant avancées, ça sera les plus démunis qui vont mourir en plus grand nombre. Voilà la leçon que nous apprend l'histoire. C'est que les sociétés inégales sont les sociétés malsaines au sens plus littéral du terme, et que si les riches ne pensent pas aux pauvres quand il existe un très grand écart entre eux, ils vont finir par payer le prix. Un âge heureux peut vite bousculer dans un âge de misère. Merci beaucoup, Laura Spinet. Nous l'avons compris, le Covid-19, une maladie du monde moderne qui va peut-être créer et creuser les inégalités entre les riches et les pauvres. Eh bien, nous allons enchaîner et terminer cette dernière session avec un écrivain, un philosophe qui va nous proposer une expérience philosophique. J'ai l'honneur d'accueillir en vidéo enregistrée Roger Poldroy. La pandémie que nous traversons est une crise sanitaire, évidemment, une crise économique, une crise sociale, on le sait, mais c'est aussi une crise morale et politique. Nous l'avons compris dès le début, nous le comprenons à mesure différemment. Je voudrais ajouter qu'il s'agit aussi d'une expérience philosophique majeure. Et quand je parle d'expérience philosophique majeure, ce n'est évidemment pas pour tirer la couverture du côté de ma discipline. C'est parce que cette pandémie nous confronte quotidiennement à des questions abyssales qui nous pèsent et que nous devons tenter de résoudre comme nous le pouvons, heure par heure et jour par jour. Et c'est cela qui constitue une expérience philosophique. Je n'appelle pas philosophie simplement des dissertations, des études savantes, des disciplines universitaires. Bien sûr, la philosophie est devenue cela. Mais je crois qu'au départ, elle surgit comme une exigence du bouleversement de la vie quotidienne. C'est parce que notre quotidien a été fracturé, brisé, transformé en profondeur que nous nous confrontons à la nécessité d'une exigence philosophique pour nous tous. Et cette pandémie nous a en quelque sorte profondément détraqués dans la vie quotidienne. Nous avons tous, et nous le savons, été bouleversés par le confinement, le déconfinement, les menaces de reconfinement et par cette série de craintes nouvelles, de gestes nouveaux, d'appréhensions nouvelles qui nous tombent dessus et parfois nous submergent. Et il y a là déjà dans ce bouleversement une immense singularité, car jamais dans l'histoire de l'humanité, 4 milliards d'individus ne se sont trouvés enfermés plusieurs semaines en même temps. Jamais non plus, dans l'histoire de l'économie contemporaine, on a vu s'arrêter pratiquement tout juste pour sauver des vies, qui plus est, des vies généralement âgées. Jamais, non plus dans l'histoire de France, même au temps de la grippe espagnole, c'est plus anecdotique mais significatif, on a vu la nécessité de fermer tous les restaurants. Alors, ces faits qui sont uniques, quel rapport ont-ils avec la philosophie? D'abord, et je crois qu'il n'est pas besoin de longues explications pour voir que ces rapports sont profonds et multiples. Et d'abord, le premier, c'est que nous sommes confrontés par cette crise multiforme à une
question philosophique fondamentale qui est celle des limites. Limites de nos connaissances, limites de nos capacités de prévision, limites de nos possibilités d'action, limites de nos résistances organiques, limites aussi de nos différences génétiques. Or, généralement, toutes ces limites, nous avions tout fait pour tenter de les effacer, de les esquiver, de les oublier. Elles nous retombent dessus avec la nécessité grave, mais importante et peut-être stimulante, de les réélaborer à mesure. Et puis, d'autre part, nous avons toujours l'incertitude qui monte, l'incertitude que nous avions écartée et qui nous revient de tous les côtés dans les gestes du quotidien comme dans les décisions collectives. Et dans cette incertitude, il nous faut décider. Et il nous faut décider chacun et collectivement, heure par heure et geste par geste. Voilà qui nous confronte à tout à fait autre chose encore, qui est non moins philosophique, qui est notre responsabilité. Nous saisissons que ce sont de nos gestes et de nos décisions personnelles que dépendent, au moins pour une large part, à la fois notre propre survie et celle des autres. Et ce que nous éprouvons et vivons et devons réfléchir, c'est finalement quelque chose qui, là aussi, est tout à fait philosophique, c'est la connexion intime entre notre vie singulière et celle de tous les autres. Alors, généralement, on croit se débarrasser de ces questions, soit en les oubliant, soit en les recouvrant de partis pris idéologiques, soit en décidant de les résoudre par 3 affirmations péremptoires, ou bien de prescrire autoritairement l'arrivée d'un monde d'après, dont, en regardant bien, il ressemble furieusement au fantasme d'avant. Pour ma part, je suis plutôt convaincu que le premier effort, et c'est un effort, j'insiste, philosophique, qui est exigé aujourd'hui de chacun d'entre nous, c'est de refuser tous les simplismes. Il faut au contraire le courage, la patience, de comprendre qu'il se passe quelque chose d'inédit. Mais quoi? Il faut prendre le temps d'arriver à le discerner de façon avec humilité, avec lucidité, plutôt que de plaquer dessus des solutions toutes faites, toutes prêtes, nos désirs ou nos préjugés. Il s'agit finalement d'apprendre à endurer l'incertain et même la peur, mais sans en être paralysé. N'être ni bêtement confiant, ni bêtement méfiant, et tenter de vivre le monde avec, pour le traverser pas à pas. Somme toute, il s'agit de continuer à avoir confiance, mais sans illusion. Alors bien sûr, on demandera confiance en quoi? Eh bien, je dirais confiance en la science et la recherche, confiance en la technique, confiance dans la raison, confiance même dans l'humanité. Autrement dit, confiance dans toutes ces vieilleries qui sont aujourd'hui si terriblement décriées. Mais cette confiance, elle doit être sans illusion, donc sans aveuglement. Et finalement, si nous parvenions à cela, c'est-à-dire si nous réussissions à être lucides sans être aveugles, confiants sans être illusionnés, eh bien je crois que nous aurions réussi vraiment une expérience philosophique majeure. Merci beaucoup Roger Paul Droit pour ce moment, cette expérience philosophique. On n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie que la philosophie, ce soit notre quotidien. Et Dieu sait si on a du mal à prendre du recul et à penser chaque jour. Eh bien, je propose de continuer avec Jean-Michel Beignet, qui est philosophe, qui est membre fondateur de l'association S3 Odéon. Et Jean-Michel, si tu veux bien nous résumer, c'est toujours un peu difficile de résumer des propos comme ceux qu'on vient d'entendre sur la société, mais est-ce que tu peux nous dire ce que l'on peut retenir ? Je crois que la crise que nous traversons n'a pas fini de nous instruire. Bien sûr, elle nous impose de changer certains de nos comportements, mais aussi et peut-être surtout de modifier nos manières de penser.
L'impact de la crise sur nos manières de penser se situe à plusieurs niveaux. D'abord peut-être au niveau épistémologique, notre rapport au savoir. On a vu que les scientifiques, à l'occasion de cette crise, ont éprouvé le besoin de faire état de leurs connaissances et d'expliquer les méthodes, les procédures qui caractérisent le métier de chercheur. Bref, nous avons bénéficié là, nous, publics, d'une acculturation qui va faire date. Ensuite, la crise, elle s'est traduite au niveau politique. Au niveau politique, nous avons été interrogés sur les sources de la décision politique, décision toujours en situation d'incertitude. On ne décide jamais qu'en situation d'incertitude. Et puis, au niveau politique, nous avons dû nous dire que les relations entre les scientifiques et les politiques et avec les citoyens, eh bien, ces relations étaient loin d'être évidentes. Elles avaient besoin d'être travaillées, d'être exposées. En troisième lieu, je dirais que les manières de penser différentes qui nous sont imposées par la crise se signalent au niveau éthique. Au niveau éthique parce que nous avons été contraints de prendre la mesure de la complexité des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Je pense par exemple aux conflits de valeurs, aux chocs d'objectifs qui se sont traduits par une alternative. Faut-il tout donner aux impératifs de survie biologique, quitte à abdiquer un certain nombre d'exigences concernant les libertés fondamentales ou les impératifs économiques. Je dirais qu'au niveau éthique, les choses sont devenues très très complexes parce que l'éthique, c'est d'abord et avant tout la tentative pour préserver le lien social. Et comment préserve-t-on le lien social dans une situation où nous sommes portés à la défiance les uns à l'égard des autres? Enfin, en dernier lieu, je crois que la crise nous a imposé de revoir un certain nombre d'objectifs philosophiques. Nous sommes contraints de repenser notre rapport à la nature. Nous sommes contraints de repenser les liens intergénérationnels. Nous sommes contraints à penser aussi l'expérience de la mort nue, à laquelle nous avons été confrontés. Donc je dirais que cette crise dessine ce que les sociologues appellent parfois un fait social total. C'est un fait social total qui mobilise la planète tout entière et qui nous oblige à penser l'exigence de solidarité de destin qui noue les individus de la planète. Et en ce sens, S3 Odéon a mobilisé du savoir, de l'information, de la réflexion pour tâcher d'être à la mesure de cette solidarité de destin. Merci beaucoup, Jean-Michel. Eh bien, nous allons maintenant clôturer cette conférence. J'espère que vous êtes encore très nombreux. On me dit que vous avez été plus de 1000 sur chacune des séquences, donc merci de nous avoir suivis. Nous n'allons pas terminer tout de suite parce que nous allons passer la parole à un membre de l'Académie des sciences, mais aussi un des membres fondateurs de l'association S3 Odéon. Merci Yves Agide de nous résumer, c'est peut-être le plus difficile, l'ensemble de cette conférence. Je ne vais pas résumer. Non, je voudrais dire qu'avec cette pandémie, nous autres scientifiques, nous devrions être ravis puisqu'on a la possibilité de voir nos travaux qui sont diffusés par les médias. Mais en même temps, nous sommes des citoyens, comme tous les citoyens, et nous sommes bombardés d'informations les plus diverses, les plus contradictoires, et finalement, on ne sait plus qui croire, quoi. La parole scientifique est devenue inaudible. Elle est diluée, complètement noyée. Alors évidemment, on accuse les médias, nous l'avons entendu tout à l'heure, mais moi je pense qu'il faut que nous sachions nous remettre en question nous-mêmes.
nous n'avons pas su faire savoir ce que la science pouvait apporter dans cette pandémie. C'est quelque chose qui est inacceptable. La science doit apporter des observations rigoureuses, elle doit apporter des faits scientifiques validés, et nous n'avons pas bien su le faire. Alors, c'est facile à dire. C'est facile à dire au moment où arrive un virus inconnu, extrêmement contagieux, brutal et dangereux, et évidemment qui nous mène à une certaine incertitude. Et l'incertitude, il faut le dire, elle est inhérente à la science, n'est-ce pas? Ça va de soi. La science, comme on l'a dit aujourd'hui, elle se construit toujours lentement. Alors cette fois-ci, bien entendu, dans une période de crise comme celle-ci, cette construction s'effectue à toute allure, mais toujours dans l'incertitude. D'où l'importance de cette conférence qui permet de dire ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est une condition absolument nécessaire pour qu'on puisse venir à bout de cette pandémie. J'ajouterais que si cette conférence pouvait avoir un enjeu plus large, eh bien, je souhaiterais personnellement qu'on remette la science comme une culture et qu'en revanche, la culture elle-même fasse plus attention à l'esprit scientifique et à l'ensemble de nos données scientifiques. Revenir à une interaction meilleure entre la science et la culture. Merci beaucoup. Eh bien, c'est maintenant le moment de conclure. Je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis depuis leur bureau, depuis leur domicile, depuis les réseaux sociaux. Je vous invite bien sûr à soutenir l'association S3 Odéon, puisque c'est une association bénévole. Je vous invite à faire des dons pour qu'on puisse organiser une prochaine édition. Et n'oubliez pas de retrouver les 8 témoignages qui n'ont pas été présentés dans ce direct parce que ça aurait fait un peu trop long, mais ils sont tout aussi inspirants que les interventions auxquelles nous avons assisté ce soir. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez re-regarder en replay, autant que vous le voulez, cette conférence. Merci, au revoir.